Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'être en compagnie de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a un prénom extraordinaire puisqu'il s'appelle Fabien. Non, Fabien Moine, avec qui je suis en jeûne là pour cette semaine. C'est pour ça que Depuis 6 jours. je suis tout maigre, on arrive au bout. J'ai décidé de le faire venir parce qu'il a beaucoup de choses intéressantes à partager. Et du coup dans cette vidéo je vais lui poser des questions. Mais avant toute chose, Fabien, j'aimerais te poser une question très simple, c'est: qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et déjà, merci d'accepter ma proposition, avant toute chose. Et présente-toi, qu'est-ce que tu es, en gros, qu'est-ce que tu fais, et qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Alors Fabien, je suis ton alter ego ébouriffé, chevelu. Je suis naturopathe hygiéniste et encadrant de jeûne. Donc pratique aussi la thérapie manuelle, diverses formes de thérapie associées à la naturopathie. Donc la naturopathie, je ne vais pas expliquer ce que c'est soigner avec des moyens naturels comme l'alimentation, la respiration, l'hygiène de vie comme le sommeil, l'activité physique, etc. Puis l'hygiénisme, associé la naturopathie à l'hygiénisme, l'hygiénisme c'est vraiment gérer tout ce qui est de l'hygiène de vie d'un individu, donc la fonction nutrition, la fonction sommeil, la fonction respiratoire, et puis évidemment tout ce qui est lié au stress, à l'activité physique, et puis une activité sociale épanouissante. Donc ça c'est ce qui est le propre de l'hygiénisme, et puis après dans la naturopathie on va rajouter tout ce qui est massage, énergétique, etc. Et ça rentre pas dans le cadre de l'hygiénisme, et encore moins les plantes et les médicaments. L'hygiénisme c'est vraiment le vivant dans le vivant, sans interférer, et c'est enlever les obstructions et favoriser les choses qui ramènent à la santé. Donc si je devais me définir dans ce cadre-là, c'est plus de l'éducation à la santé que de la thérapie. Et puis ce qui constitue beaucoup mon quotidien, c'est l'encadrement de jeunes, donc de manière individuelle puis beaucoup en groupe, alors avec des stages de séjour que je fais un peu partout. Et voilà, et ça c'est un pan très important de l'hygiénisme qui est on va dire, une discipline qui existe depuis 100-150 ans. Et où on base beaucoup la santé sur la détoxination cellulaire. Et puis l'aboutissement de la détoxination cellulaire, c'est évidemment le jeûne, la privation de toute substance, que tu vises joyeusement en ce moment. Avant de revenir sur le jeûne, tu parlais des obstructions. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi pour toi les obstructions principales qu'on peut avoir, que la plupart des gens, toi qui nous regardes peut-être, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont comme genre d'obstruction et qui peuvent être traités soit en jeûne, soit au quotidien par une certaine hygiène de vie? Alors c'est important de commencer par ça, tu as raison, parce qu'on a souvent tendance à dire c'est en rajoutant des choses que ça va améliorer la fonction cellulaire, la santé, alors que c'est souvent en enlevant. Et c'est simplement déjà, par exemple, trop travailler, trop stressé, trop manger, trop grignoter, pas assez se reposer. Voilà, ce sont des trop pleins. Donc on va enlever des choses qui sont nuisibles à l'équilibre physiologique. Dans l'équilibre physiologique, il y a l'apport de nutrition, puis on va nourrir la cellule. Et puis la deuxième phase en physiologie, il y a l'assimilation, mais il y a l'excrétion des toxines. Donc par les reins, par les poumons, par les intestins, par le foie, par la peau. Et donc ça c'est un mouvement normal. Mais plus on va mettre de choses à gérer, moins il y aura de capacité de l'organisme. Donc le but de lever des obstructions, c'est de rendre possible cette deuxième phase qu'est la détoxination. Et donc on va essayer de conseiller à la personne d'être au grand air, de respirer plus pour ses poumons, de manger suffisamment pour pas trop solliciter ses intestins, son foie, sa vésicule, de dormir plus parce qu'évidemment c'est la nuit qu'on jeûne puisqu'on déjeune le matin, mais c'est là où on se rend compte que les urines sont les plus foncées, qu'il y a une mauvaise odeur dans la chambre le matin au réveil. Donc en fait lever les obstructions c'est enlever les éléments parasitants qui rendent difficilement accomplissables les fonctions de détoxination. Tu parlais de trop manger, trop travailler, trop stresser, etc. Est-ce que tu fais une hiérarchie dans ces trop-là? Ouais. Alors le premier alors, on en parlait déjà en off. Moi au départ je pensais que c'était le trop manger, le pas assez d'activité, le trop de sédentarité. Je pensais que c'était ça. Et en recevant, là j'ai reçu plus de 3000 personnes en consultation sur les 10 dernières années, donc ça laisse le temps de se faire une idée, puis de changer un peu de braquet au niveau de son idée. Puis d'être plus pragmatique, puis c'est pas une idée, c'est un constat. Et c'est le stress, clairement, le stress, le manque de sommeil et puis le manque d'air frais. Voilà, ça ce sont les trois premières grosses obstructions. C'est-à-dire qu'on peut manger bio, on peut manger beaucoup végétal, mais si on stresse beaucoup et qu'on dort peu, on se rend compte que les fonctions physiologiques au bout d'un moment elles vont pas pouvoir s'accomplir. Donc ça c'est vraiment les choses que j'ai constatées et puis que je conseille en premier du coup, et qui sont gratuites.
Et du coup, vu que le stress, tu le mets en premier, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que tu as le stress métabolique, physique, psychique, tu as le stress émotionnel dans la famille, le travail, machin. Tu peux nous en dire plus sur toi, ce que tu as observé, le stress dans tout, si je puis dire, dans son intégralité, quoi, parce que c'est le number one, je pense que c'est quelque chose d'important. Je dirais que c'est le stress vécu au travail et dans le schéma familial. Ok. On va dire le stress à la limite de non mise à distance des éléments stressants. Puis après, ça va agir sur le stress métabolique parce qu'évidemment, quand on va stresser, on va sécréter du cortisol, une hormone du cortisol produite par les glandes surrénales. Et à ce moment-là, c'est clair que le système digestif va être complètement perturbé. Là, déjà, on n'a pas faim quand on stresse. Puis ensuite, le mécanisme de l'insuline se fait différemment. Donc on va stocker les sucres en graisse. Donc ça va amener plein de déséquilibres très, très profonds, je dirais, par effet rebond. Ça c'est les stress que je constate le plus, de se mettre une pression au travail, de subir de la pression au travail, de se mettre une pression dans la vie familiale, de subir une pression au niveau de la vie familiale, et puis après aussi un stress de compétitivité, mais au sens large, de ne pas assez avoir confiance en soi, de se comparer par rapport aux autres, et en gros de se mettre la pression, quoi. D'être un bon papa, d'être un bon employé, d'être un bon sportif quand on fait du sport, c'est-à-dire que maintenant on court avec les chronos, on court avec le cardio, on est en mode compétition et stress permanent, c'est-à-dire que même dans les loisirs, t'as vu la sortie, là j'ai mis tant de temps, la randonnée, là ils avaient prévu 5h30, je l'ai fait en 4h45, oui mais c'était sur des randonnées plaisir, donc c'est-à-dire que même dans le plaisir, dans le loisir, on s'impose un stress. Et donc, d'être en compétition avec soi-même aussi, ça c'est un truc qui revient beaucoup. Puis on va parler de la bouffe, c'est de stresser, de regarder les listes d'additifs, de trucs, bon c'est bien, hein, mais je veux dire attends j'ai pris trop de calories, attends j'ai fait un écart, qu'est-ce qui va se passer, et puis on somatise presque. On va dire on aura plus d'effets secondaires par le stress qu'on aura généré que par l'éventuel petit écart qu'on aurait pu créer, quoi. Donc ça c'est les trois gros stress que je mets dedans. Puis après évidemment ça va être quand il va y avoir des éléments intenses, ça va être le deuil, ça va être la perte d'emploi, ça va être la séparation. Là c'est des trucs qui sont communs, partagés à tout le monde. Les séparations il y en a de plus en plus. Et puis les insécurités d'emploi pareil. Et donc ça c'est des trucs, ça pique beaucoup. Il y avait d'ailleurs des personnes en analyse transactionnelle aux États-Unis qui avaient créé des échelles de stress. Et par exemple, contracter un emprunt sur 40 ans. Et c'est ce qui ressortait le plus haut. Alors que les gens ici, ils sont contents. Tu vois, souvent, ils vont avoir une. Ouais, c'est le plus haut. Ils sont contents, ils vont faire. Il y avait les deuils, je crois, avant. Mais sinon, hormis les deuils, c'était ça le plus haut. C'est aussi déménager, ce genre de trucs qui paraissent anodins. Mais... Exactement. C'est censé être des choses plaisir. Mais en fait, les gens se mettent la pression parce que quand tu signes pour 40 ans, tu dis super, je vais avoir un nouveau cadre de vie. Mais tu es obligé de ramener une somme X tous les mois. Pour ne pas qu'on te prenne ta maison. Et ça, c'est un stress qui est inconscient. Au départ, ça part d'une bonne chose, mais tu es conditionné pour les 40 prochaines années. Et inconsciemment, ça travaille. Et donc là, c'est ce qu'on avait vu c'est tous les travaux des chercheurs américains qui avaient étalonné ces barèmes-là. Et c'est surprenant, en effet, déménager des choses très banales au final, qui viennent se greffer derrière les événements de deuil, perte d'emploi ou autre. Donc le stress, clairement, facteur numéro 1. Stress, sommeil, déjà. Stress, sommeil, respiration, on peut déjà faire un gros boulot. Et puis derrière, si on greffe l'alimentation, c'est autre chose. Mais là, disons qu'on est sur des choses qui sont impalpables. Stress, sommeil, enfin sommeil c'est quantifiable, mais stress et puis air, c'est des choses abstraites. Donc du coup, vu que c'est immatériel, on a peu de tendance à donner une priorité. On va donner priorité à l'alimentation parce que c'est palpable, c'est mesurable. Aussi, du coup. C'est clair, parce que tu dis, j'ai fait une sortie d'1h15, j'ai couru, j'ai transpiré, j'ai perdu plein de calories. Voilà, on peut le mesurer. Et on peut mesurer son bien-être avec les endorphines qui ont été sécrétées. On est capable de ça. Mais le reste, c'est moins tangible. Donc on va avoir tendance à le relier au second plan. Parce qu'il y a une erreur. Et alors, c'est quoi pour toi les premières choses à faire, le plan d'action à mettre en place pour tout un chacun qui est intoxiqué, une personne lambda comme toi qui nous regarde sûrement, par rapport à ces trois facteurs principaux? La première chose, c'est d'être lucide sur les choses. C'est de se rendre lucide. C'est d'être informé, d'être conscient. Parce que c'est pas se dire ça existe, je vais le faire. C'est à quel point ça m'envahit. Et là, c'est déjà d'avoir une lucidité, de créer des échelles. Moi je dirais c'est respirer, c'est prendre le temps pour respirer. Pourquoi? Parce que ça va avoir un effet. Quand tu respires, tu peux pas faire deux choses en même temps, ça va te ramener à l'instant présent. Donc forcément tu vas être en communication aussi avec toi, puis tu vas dire mais en fait je suis angoissé, là j'ai une boule dans le ventre permanente. Sauf que quand on est dans les fusions, dans le faire, on la sent pas cette boule. Donc respirer. Il y a un super exercice pour le stress, c'est la cohérence cardiaque, je sais que tu connais aussi. Ça c'est un truc, pour moi ça a été une révélation.
on va dire, en allant me former avec David O'Hare, qui l'a amené en France avec David Servan-Schreiber, j'en étais déjà convaincu. Et en suivant son cursus de formation, ça a boulonné le truc. Et puis de le voir, les changements que ça amène, que ce soit sur la lucidité, sur la fatigue, le stress, les compulsions alimentaires, c'est incroyable. Donc déjà, prendre du temps pour respirer, 3 fois 5 minutes par jour, déjà c'est ça. Ensuite, se mettre au grand air, alors dans la forêt, en montagne, on va dire se mettre en connexion avec le vivant, sentir les éléments. Ça, c'est la première des choses. Et puis quand on parle de l'air, le truc tout simple, c'est de dormir avec la fenêtre au moins entrouverte. Ça, c'est un truc qui est basique, mais qui n'est pas assez dit. C'est qu'évidemment, si on rejette des toxines, la plupart des toxines sont rejetées par les voies pulmonaires. Si on macère dedans, donc c'est de créer un petit courant d'air dans la chambre avec la porte entrouverte, la fenêtre entrouverte, et on fait circuler l'air. Ça, c'est déjà des mesures qui sont très bien. Respirer au lever, faire une respiration assez dynamique, une respiration apaisante au coucher. Et quand on regarde toutes les traditions, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda ou la naturopathie hippocratique, eh ben ça fait partie du socle. En médecine chinoise, c'est impensable de mettre quelques facteurs de santé que ce soit sans y inclure la respiration. L'Ayurveda, le yoga, le pranayama, c'est vraiment de base. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la santé par le yoga, j'ai étudié le yoga aussi en Inde, c'était respiration, respiration, respiration. Bien sûr, il y a la posture, bien sûr, il y a la dynamique énergétique, bien sûr, il y a le système, le squelette, le système musculaire, mais la respiration. Qu'est-ce que tu disais déjà sur les Chinois qui disent par rapport à la respiration? Si une journée on n'a pas respiré 300 fois de manière consciente, c'est une journée qu'on n'a pas vécue. Donc c'était de mettre 300 fois, mine de rien, c'est pas mal. Ça vient dire l'importance du truc. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Alors que eux, ils sont dans l'énergétique, eux, ils sont dans la diététique, ils sont dans les. Enfin voilà, c'est un système qui est très complet et ils mettent la respiration au centre de tout. Et tu le vois dans les pratiques, que ce soit l'acupuncture, la digitopuncture, le Qigong, tu as la respiration qui est associée à ces 3 pratiques, systématiquement. Donc tu souffles, ils appellent ça le Qi, mais nous on va l'appeler autrement, je dirais peu importe. Quand tu disais la respiration dynamique au début de la journée, t'entends quoi par là? C'est-à-dire d'avoir quelque chose de tonifiant pour le système nerveux. Alors avec la cohérence cardiaque, on va faire une respiration qui est plutôt sur le 4-6. 6-4. 6-4. Le 4-6 c'est plutôt relaxant. 6-4, donc tu fais 6 secondes en inspire, 4 secondes tu fais un expire plus court. Voilà, pour dynamiser le système nerveux. Et puis ça peut être aussi simplement ce qu'on appelle le soufflet de forge en yoga, c'est où tu contractes les abdominaux. Dès le réveil, voilà, on va dire tu mets un coup de bois dans le feu. Et puis tu fais une flambée. Il y a ça, puis tu vas pas avoir les différents exercices de pranayama en débouchant les narines, où là tu t'envoies du lourd, mais en gros c'est de vraiment faire monter le feu. Allumer le feu comme si tu te réveillais le matin, que le feu ça il est vaut un éteint. café. La plupart des gens te disent j'ai pas besoin de café après ça. Oui, parce que de toute façon, la plupart d'entre nous sommes fatigués par excès. Et donc soit on va prendre des stimulants le matin, ce qui est pas bon, soit on va amener une stimulation interne. Donc c'est plus intéressant c'est de faire respiration 6-4, 6 secondes, 4 secondes d'expire, ou alors pranayama ou soufflet de forge. Mais il y en a d'autres, simplement. Une respiration circulaire sans rétention. Là, t'actives vraiment le métabolisme de manière très forte. Ça, il n'y a pas besoin de le faire longtemps, entre 3 et 5 minutes, c'est suffisant. C'est 3 à 5 minutes bien investies pour le reste de la journée. Carrément. Donc, voilà. Puisqu'on est sur le matin, qu'est-ce que, du point de vue hygiéniste, de ton point de vue, c'est quoi l'idéal, bien sûr, même si c'est à personnaliser, c'est quoi l'idéal d'un point de vue, à tous les points de vue, respiration, je vais me parler du petit déjeuner, non? Petit déjeuner, tout ça. C'est quoi l'idéal à tous les points de vue le matin pour commencer une journée et vraiment prendre soin de soi, avoir la patate pour la journée? Comme tu disais, ça va dépendre des cas, parce que forcément c'est adapté. On va prendre 2 cas, l'épuisé. Et puis la personne, on ne peut pas dire qu'il n'est pas épuisé, donc qui devrait être normal, mais qui n'est plus normal dans la société dans laquelle on vit. Donc, explique quand même comment on sait qu'on est épuisé. Quand on est épuisé, ils savent pas. C'est vrai. Alors tu es épuisé. Si tu es épuisé, avec la bonne liaison, si tu te réveilles dans le même état de fatigue que tu t'es couché, ou voire même plus, alors que tu es censé avoir le quota d'heures suffisant, on est épuisé aussi. Si même en ayant fait des grasses mat, on a étendu, on est quand même fatigué.
Si on colle, si on met du temps vraiment à activer la machine, si on a des coups de barre phénoménaux, bah là voilà, ça montre un épuisement. Pour moi l'indicateur c'est l'état au réveil. Regardez les enfants quand ils se lèvent, boum, ça percute, ça y va. Ah oui. Ça c'est l'expression de l'état de pleine santé. Ouais. Donc en hygiénisme c'est ça qu'on recherche. Et donc pour ces gens-là, alors on va partir plutôt l'inverse, on va faire plutôt les gens qui ne subissent pas cet état-là, parce que c'est vraiment subir. Et bien là, il y a respiration, comme j'ai dit, dynamisante, hop, dans le lit. Après, petite douche froide, pour vraiment activer le système nerveux aussi. Donc là, on est bien. Une bonne petite hormèse matinale. Alors, un froid, c'est subjectif, c'est jusqu'aux limites de supportabilité et d'adaptation. Donc il y en a, ça sera 10 degrés, il y en a, ça sera 0 degré, il y en a, ça sera 5 degrés, l'autre 14 degrés. Ça, je dirais qu'il n'y a pas. Là aussi, on n'est pas dans la compétition, parce que sinon, on est du stress pour du stress. Et l'hormèse, c'est du stress avec du repos et de l'équilibre. Bien sûr. Et donc ça, et puis après, la personne en bonne santé, elle sait très bien qu'elle n'a pas besoin de petit déjeuner pour aller chercher son carburant énergétique, donc elle est souvent en jeûne intermittent 16-8. Voilà, on passe sur un jeûne intermittent. Après, éventuellement, ça peut être quelques fruits. Voilà, suivant l'activité physique qu'on a, si on est en extérieur, si c'est sédentaire, peu importe. Par contre, pour l'épuiser, là, vu que... Alors, l'explication, c'est que on parlait du cortisol tout à l'heure, il y a un pic de cortisol entre 6h et 9h du matin. Donc c'est pas le moment approprié pour manger, sinon ça serait des graisses, des protéines, mais on en reviendra après. Donc on le squeeze, on le laisse faire. Et justement le cortisol, c'est un coup de boost, c'est notre starter du matin, c'est ça qui nous met la patate. Mais chez les fatigués, le pic de cortisol il est inversé. Il est plutôt vers 17, 18, 19 heures. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, ça devient une folie. En gros ils ont la pêche à aucun moment de la journée, ils sortent du boulot, et là, ça revient. Et vu que ça arrive, tu vas faire des choses. Oui, parce que tu n'as rien pu faire de la journée. Tu vas faire tes courses, ton ménage, tu vas jouer avec tes enfants, ça retombe un peu, ça repart. Ça repart avant de te coucher. Et donc tu dors mal ou pas, tu te couches tard, mais tu dois te lever quand même à la même heure. Tu n'as pas ton pic de cortisol, donc tu colles. C'est un cercle infernal, littéralement infernal. Donc quand on fait des mesures de cortisol, on se rend bien compte que c'est inversé. Et donc pour ces gens-là, il faut qu'ils mangent le matin. Moi je conseille plutôt gras. Donc ça va être des avocats, des olives, et puis des oléagineux trempés, voire des œufs. Voilà, des choses grasses ou protéines. On est presque sur une notion de chrononutrition, mais c'est pas ça l'approche. Enfin, même si la chrononutrition se base sur l'équilibre hormonal, mais là on est vraiment sur du pragmatisme, parce que ce que je disais, s'il n'y a pas de stimulant, les épuisés, vous ferez rien de la journée de toute façon. Donc ça c'est certain. Et il faut quand même vivre. Alors après, il faut identifier les sources de stress. Et puis travailler avec les outils dont on a un peu parlé avant, mais il faut quand même continuer à soit faire rentrer des sous, soit gérer la vie de famille. Enfin, il y a toujours des impératifs. C'est pour ça que je disais, se mettre au neutre, c'est déjà identifier les choses, d'être lucide sur sa situation. Ça paraît normal de stresser au travail, ça paraît normal de faire beaucoup de choses, mais il y a des situations où on n'arrive plus à équilibrer. Voilà un petit peu les conseils du matin. Puis si on peut faire des mouvements dynamiques, ça peut être des étirements, du gainage, voire même se mettre un peu dans le dur avec les hits, là, les fameux hits. Donc on saute, on s'étend, on fait circuler le sang partout. En gros, on déclenche des gros stress et puis le corps doit s'adapter, puis on fait monter le cardio, on le double un peu, quoi. Puis le sport du matin, ça aide au sommeil, ça aide à... C'est ça, on régule beaucoup de fonctions. Donc moi je sais que j'aime beaucoup courir à jeun, par exemple. C'est un truc, c'est assez bien. Et puis c'est vrai que on a les idées claires, on sent le cerveau est décollé, quoi. Donc c'est très bien, quoi. C'est vrai que le matin c'est un moment préférentiel, quoi. Et au moins on sait qu'on l'a calé. Parce qu'après dans la journée on a toutes les occasions de... Quitte à se lever plus tôt. C'est ça. Et puis ça nous pousse, comme tu disais, à bien dormir, à se coucher plus tôt et à optimiser la récupération. Dormir, c'est une chose, mais bien récupérer, c'est autre chose. C'est trouver ces bons cycles de sommeil, se coordonner avec eux, avoir la fenêtre ouverte, ne pas se coucher alors qu'on est encore en train de digérer. Ça, c'est vraiment... le sommeil, c'est encore un champ d'investigation très, 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 très large. Vaste. Et du coup, pour tout ce qui est... au-delà du matin, pour des principes quotidiens, pour évacuer les obstructions, pour récupérer son énergie, pour les gens fatigués, etc. Ce serait quoi pour toi un peu les trucs au quotidien à faire? Moi, la sieste, je suis un militant de la sieste. C'est un truc, mais par contre, ça dépend le quotidien qu'on a, mais toujours pareil, référent à ces cycles de sommeil, on le sent quand on commence à piquer, là, il faut tout de suite faire la sieste.
parce qu'on rentre en phase de sommeil. Et donc c'est là où on récupère le mieux. Et donc si on attend, on se rend compte qu'on n'est plus fatigué. C'est comme quand on dit j'avais faim, puis là j'ai attendu 3 quarts d'heure, j'ai plus faim. C'est quoi ces indices physiologiques? C'est vrai, c'est pas vrai. Mais, et donc du coup, les cycles, quand le cycle passe, c'est trop tard. C'est ce que les navigateurs savent. Eux, ils dorment peu, mais ils connaissent leur cycle parfaitement. Ils dorment des séquences de 20 minutes et ils récupèrent à fond. Enfin, du polyphasique, quoi. C'est ça. Et donc là, il faut vraiment rentrer dans le cycle. Et si on a l'opportunité de faire sa sieste, si on bosse à son compte, si on ne travaille pas, ou si le patron il est tolérant, ou s'il n'a pas le regard dans le bureau, on s'allonge sur la moquette, on dort, ou alors des siestes éclairs, c'est-à-dire on prend le stylo dans sa main comme ça, on dort, puis clac, dès qu'on dès qu'on bascule en sommeil profond, le stylo tombe et il nous réveille. Et donc ça c'est bien, c'est de faire ça, la sieste, faire les bonnes associations alimentaires pour ne pas surcharger le bol digestif, donc c'est-à-dire les légumes plus une catégorie d'aliments, soit un protéide, soit un glucide, soit un lipide. Voilà, puis on choisit, puis on ne complexifie pas les donc, par exemple, pas de salade avec de l'huile et à côté une protéine. C'est ça. C'est exactement ça. Ou alors tu vas te prendre tes légumes avec, je sais pas, un peu de quinoa que tu as fait tremper, et tu vas pas rajouter de l'œuf, quoi. Voilà. Ou légumes, patates douces, enfin légumes racines ou légumes châtaignes, on ne va pas rajouter autre chose. Donc ça c'est la première chose. Et je dirais pareil, si on peut faire une petite marche digestive, s'aérer, en milieu de journée s'aérer, parce qu'on est souvent, il y a beaucoup de gens qui travaillent en bureau, et à la pause, si on reste avec les collègues enfermés ou à prendre un café, on est sur le smartphone. Bon, c'est pas terrible, on va respirer de l'air climatisé. Donc là c'est pas terrible, donc aller au grand frais, se vider un peu la tête, prendre une lecture qui est hyper légère, ou inspirante, mais pas un truc technique, enfin voilà, un truc s'aérer la tête, créer des ruptures. Et puis évidemment la petite cohérence cardiaque qui va bien sur le smartphone, mais c'est pas grave. Ça c'est des choses. Puis avoir quelque chose d'inspirant. C'est-à-dire avoir peut-être sur les onglets de son navigateur internet un truc de bonne nouvelle ou un truc positif, d'une passion qu'on aime bien, puis nous décrocher un petit sourire, quoi. Ça fait, ou des sketchs ou de l'humour. Exactement, moi c'est typiquement ce que je fais, quoi. Je regarde des conneries, ça me met la banane, tu es dans un autre état de conscience. C'est ça. J'avais un de mes formateurs, lui il lisait l'équipe tous les matins, puis tout le monde disait mais c'est une tronche, il formait plein de monde. Il allait partout dans le monde. Puis il dit ça me met dans un autre état de conscience, je suis dans des choses légères. On le voyait lire le vélo, il dit je m'en fous du vélo. Voilà, je lis le contre du Tour de France. Voilà, c'était sa façon à lui, mais on a tous nos moyens préférentiels. Moi je sais que j'aime bien regarder ou écouter un podcast simple ou inspirant. Voilà, ces choses-là, quoi. Donc ça c'est des choses qu'on peut mettre un peu en place, qui sont très simples et gratuites, quoi, en plus, qui prennent peu de temps. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses, mais il faut les faire, et au bon moment. Même si tout ce que tu dis, c'est tout gratuit, c'est simple à faire. Hein. C'est ça, mais on méjuge ce qui est gratuit. On a tendance à minorer, et puis on se dit, mais si c'était aussi simple, ça se saurait, parce qu'on est dans un monde d'hyper-multiplicité, d'hyper-complexité, où on nous vend que c'est compliqué. Et c'est vrai que quand on commence à regarder la santé humaine, c'est hyper vaste et complexe. Mais en fait, si tu dis aux gens, moi des fois, t'as presque honte de faire payer les gens en leur disant respire bien, dors bien, mange bien. J'ai l'impression d'être le papa avec mon fils. Mais parce qu'il y a besoin de se l'entendre dire, tellement on marche à côté de nous-mêmes, on vit à côté de nous-mêmes. Donc des fois, il faut des rappels. Et moi, c'est pour ça que quand je suis confronté, quand on est confronté à du public en individuel ou en stage, des fois, ça fait même des autopiqûres de rappel pour nous-mêmes. Ou du tu donnes un conseil, mais en fait, tu le donnes aussi à toi-même. C'est ça, par le retour que les gens vont te faire, on te dira ça a changé ici. J'avais oublié à quel point c'était fort. Moi, je suis encore surpris aujourd'hui des effets de la cohérence cardiaque. De ce qu'on me rapporte. Je suis stupéfait des effets qu'on me rapporte. Et voilà, des témoignages que je reçois, les gens ont quoi d'intérêt à me le dire, donc je me dis, c'est parce que ça paraît trop simple. Donc voilà, ces petites choses-là, c'est des grandes révolutions souvent. Et quand, déjà au quotidien, finalement, si tu fais ça au quotidien, tu n'as pas besoin après de rentrer dans une démarche plus dure, plus conséquente. Non, justement, c'est de pas venir bouleverser l'équilibre. Parce que même la personne en mauvaise santé, elle a quand même trouvé un système d'adaptation. Donc elle a quand même trouvé des choses qui lui vont bien, des petites soupapes. Donc elle peut les garder, c'est juste de faire des petits réajustements, de mettre de l'huile sur la chaîne. C'est surtout ça. Puis après, à chaque fois ce que je constate, c'est dès l'instant qu'on bascule dans un cercle un peu plus vertueux, ça ne s'arrête pas. Les gens vont se dire, tiens, je vais me motiver, je vais aller marcher plus, je vais me prendre un vélo électrique, je vais être plus dehors. Donc ça, moi je le constate. Donc c'est au départ planter une petite graine,
être vraiment rigoureux sur le peu de choses à faire, et puis après on voit que ça s'étend Ouais. à des champs plus larges. Et puis rester sur les basiques, toujours revenir, parce que finalement, la cohérence cardiaque, les respirations, etc., ça a beau être simple, le faire tous les jours, c'est quand même une discipline. Donc C'est ça. toujours revenir aux basiques encore et encore, plutôt qu'aller chercher. L'avantage, c'est que regarde, là, hop, dans la poche, il y a toujours ça. On se met une petite alarme, bip bip bip, et puis hop, on se dit, c'est l'heure de faire ma cohérence, Bah oui. 5 minutes. Ouais. Et puis le réflexe, tu te dis, tu l'as fait, moi je sais que je l'ai fait au réveil, au coucher. Tu l'as déjà fait 2 fois dans la journée. Ouais. Après, tu te dis, faut qu'avant un des 2 repas principaux, je la fasse. En plus, ça va te ramener à la présence de ce que tu fais, tu vas écouter ta satiété, et puis tu vas mieux digérer. Donc il faut juste après se dire, si c'est pas possible le midi parce que c'est trop speed, le soir ça sera possible. Bah ouais. Ou alors, moi c'est typiquement dans les salles d'attente, dans les transports publics, voilà, c'est un moyen plutôt que de faire défiler le fil Facebook ou d'aller sur un Angry Bird, je sais pas, et tu te fais une cohérence, quoi. C'est clair. Voilà. Et puis même sans en faire une de 5 minutes, 2 minutes. Ce que je fais tout le temps, c'est, le plus souvent possible, c'est ce que David Ware appelle les crises de calme. Ouais. Tu prends 1 minute, tu comptes ton pouls, peu importe, et tu fais juste 1 minute, 6 respirations, 5 secondes, et tu fais ta minute. C'est ça. Avant tous les repas, systématiquement, je le fais, quoi. Ouais. Et 1 minute, tu vois une différence incroyable entre oui. avant et après. Quand tu commences à manger, c'est totalement Puis différent. les effets sont augmentés. Et puis la chose bien avec la cohérence cardiaque, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient automatique. Quand tu vis une situation où ton corps s'adapte difficilement, il rentre en cohérence. Ah ouais, Donc, c'est vrai. ça, c'est des petits plus à apprendre. Donc après, ça devient automatique. La même chose de se dire, je vais faire un repas lourd, je vais jeûner le celui d'après. Puisqu'on a déjà été expérimenté avec le jeûne intermittent. C'est plein de choses qui se mettent automatiquement. On n'a même plus besoin de les conscientiser. Bien sûr. Donc la santé, ça s'apprend, puis après, ça devient automatique. Ouais. Mais justement, en parlant de jeûne. Allons-y. Puisque du coup, dans quel cadre pour toi le jeûne s'inscrit dans quelle démarche? Parce que là, on prend soin de soi au quotidien, on fait nos respirations, notre cohérence cardiaque, on dort bien, on fait notre sieste, machin, on fait du mieux qu'on peut, de manière imparfaite, mais c'est ok. Le jeûne, il s'inscrit dans quel cadre là? Alors c'est vrai qu'on parle souvent du jeûne depuis les dernières années dans le cadre d'un jeûne thérapeutique, on parle d'une thérapie. Moi, je trouve que c'est un échec de parler de thérapie dans le jeûne parce que c'est qu'on a échoué à la prévention. Donc, je préfère parler de jeûne préventif. Ouais. C'est-à-dire pour ne pas avoir à se poser la question de est-ce que le jeûne pourra être thérapeutique pour moi? J'aime beaucoup. J'insiste sur le jeûne préventif. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, on est le 21 septembre aujourd'hui, c'est le changement de saison complet. C'est pour ça que j'ai calé un jeûne auquel tu participes brillamment. Tu es encore vivant après 6 jours de jeûne. Apparemment. Radieux. Et donc là, parce qu'il faut mettre le corps au diapason. Donc en fait, pour moi, le jeûne, c'est un accompagnement quotidien. On va s'en servir. Là, par exemple, dans 3 mois, il va y avoir les fêtes de fin d'année, comme j'appelle les défaites de fin d'année. Les défaites. Et donc, tu jeûnes un petit peu avant le repas, tu te prépares ton organisme un peu comme un événement physique. Puis une fois que tu t'es bien gavé le midi, puis qu'il y avait les restes, tu t'es regavé le soir, tu dis le lendemain, je vais laisser la machine finir le boulot. Ouais. Je ne vais pas réinsister dessus. Et donc, là, on est vraiment dans la prévention et dans l'utilisation du jeûne. Pas dans la consommation du jeûne, dans l'utilisation du jeûne. Ouais. Et moi, j'aime le concevoir comme ça. Donc, jeûne intermittent, c'est-à-dire que tous les jours, on peut faire une plage de jeûne de 16 heures. Mais jeûne hebdomadaire, par exemple, jeûner 24 heures toutes les semaines. Ouais. Alors, on va définir le jeûne. Ce que j'appelle jeûne, c'est ne boire que de l'eau. Ouais. Mais après, je ne suis pas non plus un ayatollah. On peut aussi prendre les tisanes. Quelques tisanes, voire des jus de légumes très dilués. Voilà, c'est déjà, on va consommer quelques dizaines de calories. C'est très peu, on sera quand même en fonction de jeûne, élimination intensifiée. Et puis après, on peut faire des jeûnes mensuels, dire tiens, plutôt que de faire 24 heures cette semaine, une fois tous les 4 semaines, je vais faire 36 ou 48 heures. Et puis tous les trimestres, je vais faire 3 jours. Et puis voilà, aux équinoxes, aux 2 équinoxes, je ferai 3, 4, 5 jours, ce qui me le permet, voire une semaine, comme tu le fais là. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on a jeûné tous les deux, là, on jeûne tous les deux, on est dans notre 6e jour, on va faire 7 jours. Pour moi, on prépare, mais idéalement, la rentrée dans l'hiver. Il n'y a même pas photo. Alors, il y a d'autres personnes qui vont faire la cure de raisin. Donc, tu l'as fait un peu plus longtemps. Je ne vais pas détailler la cure de raisin, on trouve des infos un peu partout, puis ce n'est pas l'objet. Mais pour moi, la rentrée dans l'hiver, il n'y a même pas photo. Alors, il y a d'autres personnes qui vont faire la cure de raisin. Donc, tu l'as fait un peu plus longtemps. Je ne vais pas détailler la cure de raisin, on trouve des infos un peu partout, puis ce n'est pas l'objet.
C'est-à-dire que les gens qui jeûnent au mois de septembre, ils se disent mais j'ai pas de rhume, j'ai pas de rhinite, j'ai pas de gastro, j'ai la patate tous les. Bah oui, parce qu'on a préparé le système immunitaire, on a décrassé les cellules, voilà, parce qu'on sait qu'on a une alimentation qui est différente l'hiver, qui est plus gras, plus riche, moins crue, parce que y en a moins, et puis qu'on est plus à l'intérieur, on est moins d'activité physique, et puis on respire moins bien, parce que voilà ces choses-là, donc on s'encrasse plus. Et ben décrasser la machine avant de l'encrasser. Ah bah oui, du coup. Pas attendre de l'encrasser, et c'est là où je dis on va utiliser le jeûne de manière consumériste si on le fait après qu'on ait fait des écarts, c'est d'anticiper les écarts. Et ça nous rend plus responsables parce qu'on a envie de capitaliser sur notre jeûne. Bah oui. Donc moi je le vois plutôt comme ça, comme quelque chose de préventif. Puis après évidemment on va l'utiliser de manière thérapeutique si le besoin s'en fait sentir. Mais moi au départ, ma conception, si je parle d'éducation à la santé comme je disais au début, dans l'éducation c'est la prévention. Donc le jeûne je l'utilise et je le prône avant tout comme quelque chose de préventif. Et puis comme ça, on ne se pose pas la question, si on est en bonne santé, on sait qu'on n'a pas de risque à jeûner. Ouais. Mais quelqu'un qui n'a jamais jeûné, peut-être que la personne qui nous regarde, une personne qui connaît, enfin qui a peut-être expérimenté des fois le jeûne intermittent ou quoi, moi j'en parle souvent aussi, comment on peut commencer? Parce que tu dis aussi que tout le monde ne peut pas jeûner. Déjà, c'est de se faire un petit jeûne intermittent sur quelques jours, voir si ça va bien, puis après on se dit tiens, je vais faire 24 heures, mais avec des bouillons de légumes et des tisanes. Ouais. Après, on va faire 36 heures avec des bouillons de légumes et des tisanes. Puis après, on va se dire, tiens, je vais faire 24 heures juste à l'eau. Puis après, 36 heures juste à l'eau. Puis après, je vais faire 48 heures avec bouillon et tisane. Puis après, 48 heures juste à l'eau. Voilà, on fait un peu ces choses-là. On augmente de demi-journée en demi-journée. Et puis, si on sent qu'on contacte des limites, qu'on voudra aller plus loin, on peut aller voir quelqu'un qui encadre des jeûnes. Ou alors c'est qu'on a atteint la limite. Si on n'a pas besoin, si on n'a pas de besoin, si on ne sent pas de besoin spécifique, on s'arrête là. Et puis en rajoutant des demi-journées, on y va de manière prudente. Après c'est toujours pareil, il y a des si on est trop mince, voire trop maigre, si on a des soucis comme le diabète, l'insuffisance rénale, des problèmes pulmonaires graves, si on a des greffes, certains types avancés de syndrome de Gilbert, des troubles cardiaques, des troubles pancréatiques. Et là, il faut être vigilant quand même. Il faut avoir une forme de vigilance, soit se faire demander conseil si on peut ou pas, soit se faire accompagner, soit ne pas le faire. C'est pas grave si on ne peut pas jeûner. Il y a tellement d'autres solutions sécurisantes pour pouvoir améliorer sa santé que le jeûne que c'est possible. Mais par contre, pour 80% de la population bien portante, on peut se lancer dans le jeûne de 24 heures à l'eau, il n'y a pas de danger. Et puis après, on avance dans l'expérience tranquille, quoi. Y aller tranquille. Ouais. Et sur quel... Puis se documenter, il y a plein de livres qui expliquent, là vous y allez, il y a plein de livres très, très bien faits qui expliquent comment jeûner à la maison, pas à pas, qui sont super bien faits. Et puis voilà, t'as 2-3 références là pour le coup? Moi, si tu me poses une référence en jeûne, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Je vais te répondre qui? Désiré Mérien. Je ne pourrais rien te répondre d'autre que Désiré Mérien. Donc pour moi, c'est tout. La détoxination par palier, c'est un petit ouvrage. Je ne suis pas commissionné, mais chez Jouvence, 4,90 €. Voilà, j'ai lu. Donc tu vois, c'est très bien, c'est très pédagogique, c'est très sécurisé. C'est très court. Voilà, c'est très court. Voilà. Moi, pour que les infos, il ne faut pas se prendre la tête. Quand on veut creuser, on va plus loin, puis on va prendre le bouquin de Shelton ou Jeûne et santé de Mérien, qui est 300 pages. Là, c'est des cours hyper techniques. Voilà, ça je le trouve bien. Voilà, moi ce petit ouvrage-là je le trouve très bien. La détoxination par palier, je trouve que c'est un très bon ouvrage pour commencer. Et puis après, on ira creuser les références que j'ai. Sinon, tous les livres de Mérien, tous les livres d'Albert Mosseri, je les trouve vraiment très pertinents. Après, il y a Françoise Villemy, il y a Thierry Delestrade qui a fait une synthèse là, de son documentaire sur Arte, Le jeûne, une nouvelle thérapie, voilà, où ça conforte. Après, ça va dépendre, il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées, sécurisées, là il leur faut des études, il leur faut des rapports aux choses, il y a des gens au contraire qui ont besoin d'être freinés, parce qu'ils seraient trop enthousiastes. Le type de livre à recommander va dépendre un petit peu du caractère de l'individu, comment il va appréhender le jeûne. Parce que pour beaucoup, se priver de nourriture, c'est mourir. Oui. Et non, il faut dire que le système vivant tout entier se met en rétractation, quoi. On parlait de respiration, il y a un moment où on inspire, on prend la nourriture, puis il y a un moment où on expire, on ne prend pas de nourriture. Et aujourd'hui,
les maladies de civilisation, c'est pas les carences, hein. Ah non. C'est les excès de nourriture. Il faut être clair. Les pathologies dominantes dans la société dans laquelle on vit, ce sont les pathologies d'excès. Ouais. Et donc, il faut un petit Ouais, peu. tous les excès dont tu parlais au début, quoi. C'est ça. Ouais. Et beaucoup les excès. Excès de table, excès de stress. Ouais. Donc, excès de rumination aussi. Hmm. Et donc, on se met un petit peu en retrait de tout ça, au calme à la maison, en prenant rien. Voilà. Et là, ça va s'améliorer. Et dans la progression de jeûne dont tu parlais, là, tu as commencé par 24 heures, 36 heures, 48 heures, etc. On n'enchaîne pas. Enfin, est-ce que tu as des préconisations pour rester crescendo et pas non plus jeûner trop vite tout le temps? Tu veux dire, on fait. À quelle fréquence? Ouais, je commence maintenant, je fais 24 heures parce que j'ai jamais fait plus. Ouais. À partir de quand est-ce que je peux faire 48, puis quand est-ce que je passe à 3 jours, puis à 4 jours pour que Moi, ça je soit- dirais Pas trop rapproché non plus. Non, au départ, on va faire ça on va se le mettre tous les 15 jours. Ouais. Tous les 15 jours, on va se caler 24 heures, ensuite on va se caler 36 heures, puis après, chaque mois, on va se fixer un challenge, on va dire, tiens, ce mois-ci 36 heures, c'est bien passé, le mois d'après 48 heures, Ouais, ok. et le mois d'après 72, voilà. C'est pour ça que c'est en préventif. S'il y a des urgences sanitaires, c'est autre chose. Et là, Oui. on va avoir un programme individualisé, mais si on n'a pas, autant prendre le temps de l'apprentissage. Oui. Et de l'écoute instinctive qui est vraiment hyper pédagogique. Bien sûr. Et puis en général, on fait jamais ça sans changer son alimentation. Donc ça va laisser le temps aussi de prendre en compte les bénéfices alimentaires. Et puis chaque jeûne sera différent. De toute façon, chaque jeûne est différent. Moi, j'ai jeûné, je sais pas, des jeûnes d'une semaine, j'en ai fait de plus d'une semaine, je sais pas, plus de 30. Ouais. Il n'y en a pas un que j'ai vécu pareil. Là, tu vois, c'est la sphère ORL qui se dégage depuis le début. Ouais. Et avant, celui d'avant, j'avais une patate incroyable. L'autre, c'était les reins qui travaillaient beaucoup. L'autre, c'était le système hépatique où je sentais que ça travaillait. Il n'y en a pas un où c'est pareil. Donc, il y a toujours quelque chose à en retirer. Et ça, on s'inscrit dans une vraie durée. Mhm. Voilà, un petit peu ce que je pourrais dire. Voilà, tous les mois, on expérimente un petit peu. Et est-ce qu'il y aurait un intérêt du coup à faire des jeûnes d'une semaine? Est-ce que c'est intéressant? Et des jeûnes plus longs? Oui, alors il y a Mérien, lui dit que on peut additionner les jeûnes quand ils sont distants de quelques mois, 5-6 mois, si on ne remange pas mal entre. C'est qu'ils vont se concaténer. On va reprendre le deuxième jeûne là où avait fini le précédent, dans l'élimination. Du moment qu'on n'a pas fait d'écart. Voilà, qu'on sait pas... Si les intestins, voilà. Si c'est quelques écarts, c'est Oui, pas grave. mais enfin voilà, si on n'est pas retombé dans une alimentation inappropriée. Oui. Donc une semaine, ça vaut le coup. Alors, par exemple, là on parle clairement de jeûne thérapeutique. La première semaine de jeûne, on va travailler surtout ce qu'on appelle les liquides ambulants. Donc ça va être sang et lymphe. Voilà. Donc les fluides qui charrient les déchets. Donc c'est ce qui n'est pas bête, hein. On évacue les trucs et après une fois que c'est évacué, là on va nettoyer les organes puisque les routes sont nettoyées. Donc sur les organes qui se nettoient en deuxième instance, la deuxième semaine. Et puis la troisième semaine, ça va être la communication entre les organes, comment ils opèrent correctement entre eux. Donc là c'est une détoxination qui est vraiment dans la profondeur. Donc si on a des pathologies organiques et endocriniennes, il faut au moins les taper 10-15 jours. Voilà, c'est comme ça. Après, l'intérêt d'un jeûne d'une semaine, c'est vraiment ce que j'appelle vidange-graissage, quoi. Tu vois, c'est vraiment de la même façon que tu laisses ta voiture faire la vidange. Tu fais les ménages. Voilà, on fait le ménage. Donc on élimine et puis on enlève, quoi. On balaye vraiment dans les recoins. Ouais. Et ça se passe plus ou moins bien les premières fois selon qu'on a jamais fait le ménage. Et puis si on a une hygiène de vie pas trop mal, puis une vitalité suffisante, ça se passe relativement bien. Vraiment nettoyer le sang et lymphe. De toute façon, les pathologies, elles migrent et le système immunitaire est opérationnel à partir d'un système lymphatique suffisant, opérationnel. Donc les lymphocytes, les cellules du système immunitaire circulent, sont charriées par le système lymphatique. Les déchets sont évacués par le système lymphatique. Donc d'épurer ces routes-là, c'est absolument fondamental. Bien sûr. Donc le jeûne, pour moi, de 5, 7, 8 jours, ça devrait être pratiqué par tout le monde tous les ans, annuellement. Ouais, c'est un acte de santé qui est extraordinaire. C'est un acte de prévention de santé. Je vois pas mieux.
Je vois pas mieux. Ou alors on se fait une cure de raisin de 15 jours parce qu'il y a des propriétés astringentes dans le raisin qui vont faire qu'on va nettoyer jusqu'à 15 jours, cette astringente. Ouais, là du coup il va falloir faire un peu plus d'une semaine, mais déjà une semaine c'est bien, on va monter à 10, 12, 15 jours. Là je conseille un autre petit livre, toujours chez Jouvence, pas d'action, hein, mais 4,90 € de Johanna Brandt, qui était naturopathe allemande, qui a fait un petit livre très bien sur la cure de raisin. Ouais, pareil, ça se lit bien, c'est ludique. Là, on est dans la bonne saison pour faire la cure de raisin, donc moi je trouve ça très bien. Je suis un grand adepte de la cure de raisin depuis des années. Voilà, quand je jeûne pas, je fais la cure de. Là, cette semaine, je n'avais pas prévu de jeûner avec vous. Au final, j'ai jeûné, j'avais amené 4 kg de raisin. En fait, le but c'était de me dire, ouais, si j'ai de la détox trop forte, je sors de la détox, je prends un peu de sucre avec le raisin. Sauf que là, ça s'est bien maintenu, j'ai vraiment la patate. Donc tout ça roule. Donc du coup, je reste en jeûne. Ouais, on est en forme, on dirait pas 2 personnes qui n'ont pas mangé depuis 6 jours. Hein. C'est ça, c'est ça. Depuis 6 journées, en faisant des descentes alimentaires où à la fin il restait juste des fruits et des légumes, on est dynamique, on a des échanges, on fait des activités, on fait de la respiration, on fait de la méditation, du qigong, de la marche, de la biorespiration, on peut faire des activités, puis des activités aussi intellectuelles, puisqu'il y a quand même des cours théoriques, donc il faut suivre, on n'est pas décroché, donc ça, on peut tenir le coup en jeûne, et je dirais même, c'est un conseil, c'est quand il y a des événements importants, que ce soit physique, mais surtout intellectuels. Je pense surtout aux gens qui ont des examens, qui se barrent de chocolat, justement, et de trucs sucrés. Toute l'énergie prise à la digestion, et c'est beaucoup, elle ne va pas ici. Vous jeûnez, vous êtes alerte. Moi, à chaque fois que je donne des cours, des journées de cours, des séminaires ou des formations, je jeûne systématiquement. J'ai une bouteille d'eau et basta, rien d'autre. Et là, je suis alerte, je suis concentré, je suis réactif. Enfin, c'est le top du top. C'est le jour et la nuit. Donc ça, c'est sans pareil. Et tous les gens qui ont expérimenté, des fois, j'ai la personne qui est caméraman, qui travaille avec moi. Lui était professeur de musique avant et il enchaînait sa journée de prof de musique avec des cours de chorale. Puis le midi, il faisait aussi un atelier. Il jeûnait de manière forcée. Il dit, mais le soir, j'avais une acuité pour la chorale que j'encadrais que je n'avais pas les autres jours. Et il a compris que c'était le jeûne, en fait. Alors que lui, il n'était pas du tout là-dedans. Ça, c'est intéressant. C'était pas voulu, c'est l'expérience. Et ça, c'est la meilleure des choses. C'est quand on est confronté au résultat. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut expérimenter. Expérimenter à fond. Ouais, carrément. Mais du coup, tu as une vision du jeûne que je trouve intéressante et assez unique, entre guillemets, même si tu es inspiré de Mérien et compagnie. J'ai vu peu de personnes parler du jeûne de cette façon-là. Et pour retranscrire cette vision, tu as décidé de faire un documentaire. C'est ça. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors l'idée est partie au départ, je voulais faire un documentaire sur presque hommage à Désiré Mérien, que je trouve méconnu, puis qui est extrêmement savant sur le jeûne, et je voulais pas que son savoir soit cantonné dans les livres, mais que ça passe aussi en vidéo. Et puis je me suis un peu laissé avoir par les événements, où j'ai interviewé des jeûneurs, d'autres personnes qui l'avaient accompagné, et puis là je me retrouve avec 25 témoignages, et 40 heures de vidéos filmées avec des entretiens. Et puis je suis en train de compiler ça sous la forme de documentaire, donc j'ai déjà un mois de montage là. Et donc c'est un documentaire qui va être très pédagogique, qui sera lui aussi un outil pour s'approprier, où je parlerai de tous les types de jeûnes. Le jeûne spirituel que les gens s'approprient, le jeûne préventif, le jeûne thérapeutique, le jeûne où on fait des remontées émotionnelles, le jeûne diététique aussi pour la perte de poids. Donc c'est de quelle façon on utilise le jeûne, et c'est de faire de la pédagogie, à la fois de le dédramatiser, mais aussi de mettre des limites préventives pour pas qu'il y ait un emballement, pour se mettre par idéologie dans des ornières qui peuvent être dangereuses. Donc là, j'ai été interviewé autant des gens du monde médical, des chercheurs, des biologistes, des conducteurs de jeûne, des gens qui font jeûne et randonnée. Enfin voilà, vraiment quelque chose de large. C'est vraiment une vision du jeûne qui est la mienne, subjective, mais avec la plus d'objectivité possible pour dire voilà ce qui se fait en France, voilà ce qui se passe en France. Alors je n'interviewe pas tout le monde, c'était pas le but, mais c'était de faire une histoire cohérente, parce que j'appelle ça plus un film qu'un documentaire. C'est volontairement que je vais essayer d'entraîner le spectateur dedans, puis avec des images de nature très belles, parce que le jeûne pour moi c'est naturel, la nature jeûne, elle se rétracte. On va le voir avec la descente de Sèvres, les animaux jeûnent, les enfants jeûnent spontanément quand ils sont malades. Il n'y a que les humains bloqués par leur tête qui ne le font pas. Mentalement, en fait. qui oublient de le faire. C'est ça. Et donc c'est de leur dire, appuyé par des études, appuyé par la science, appuyé par l'expérience. Par exemple, Désiré Mérien, il a encadré 8000 jeûneurs, c'est 55 ans d'expérience sur le jeûne. Il a même jeûné jusqu'à 52 jours, la première fois où il a jeûné. Il a accompagné des jeûnes de 40-50 jours en observation. Donc voilà, ça fait un bagage. Et donc c'est toute cette richesse-là de savoir que je confronte
Et puis après, évidemment, ça, il y a une synthèse, mais c'est surtout des propositions faites au spectateur pour que lui se l'approprie, il réfléchisse, et puis il lance une dynamique dans sa vie pour utiliser le jeûne, vraiment se l'approprier. Ça, c'est vraiment le but, c'est qu'on s'approprie les choses. Une vision vraiment globale du coup qui a voulu retranscrire dans ce documentaire. Exactement, ouais. Jeûner avec le sport, il y aura jeûne et sport, qui part en antagoniste. Et là, je vais montrer une sportive d'un niveau très correct, qui fait des marathons en jeûnant. Voilà, ça va être ça. Donc elle va témoigner de ça, des témoignages de guérison aussi par le jeûne. Enfin, voilà, ça sera un spectacle assez lâche. Ça sera autant de la théorie que de la pratique, que du vécu, puis des choses assez fortes qui seront dedans. Ok. Donc voilà, donc c'est en cours de montage, puis j'espère le boucler d'ici la fin de l'année. Le but c'est de le proposer en salle, pour qu'il y ait des idées échanges derrière, qu'il y ait des échanges, puis que les gens posent des questions, mais apportent leur expérience aussi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui jeûnent. Quand on en parle, entre les gens qui sont religieux, de quelque confession que ce soit, les gens qui l'ont fait pour des pratiques spirituelles hautes, comme l'hindouisme, etc., des gens ou le yoga, et puis les gens qui l'ont expérimenté par empirisme, ça fait du monde, mine de rien. Et donc quand on parle du jeûne, la plupart des gens ont honte de dire que ça parce qu'ils sont tout de suite jugés. Mais là l'époque s'ouvre, les langues se délient, et il y a vraiment quelque chose de public qui est en train de se mettre en place sur le jeûne. Donc il faut en profiter pour que tout le monde se l'approprie. Et où est-ce qu'on peut retrouver ce documentaire là, sur le jeûne? Alors ça sera, hormis en salle, ça sera. Alors les infos, il y a un site internet qui s'appelle lejeune-le-film.com. Donc là il y a toutes les infos, la bande-annonce, l'équipe de tournage, toutes ces infos-là. Il y a une page Facebook aussi, le jeune-le-film. Après. Tu auras les liens en description. Hein. Juste en bas. C'est dessous. Et voilà, puis sur mon site internet j'en donne pas mal. Et puis j'ai des petites vidéos sur ma page YouTube où je parle du film, donne des infos, il y a tout un tas de petites choses. Et puis je vais commencer à enrichir. Et puis là, il y a un tas de choses que j'ai pas pu garder dans le documentaire, évidemment, sur 45 heures pour condenser en 1h30. Je diffuserai quand j'aurai le temps de monter de temps en temps sur YouTube gratuitement des choses qui me semblent pertinentes parce que c'est un sacrifice de devoir tu fais des entretiens d'1 heure puis tu gardes que 5-6 minutes, mais c'est le jeu, c'est le jeu pour que le plus de choses soient représentées puis créer une histoire, c'est ça. Donc là ça va être de diffuser sur les années qui viennent pas mal d'infos via ce biais là quoi. Et au-delà du jeûne, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur mon site internet pour suivre mon actualité, donc nutrinami.fr. C'est la construction de nutrition en mouvement, Nutrinami. Mais dans la nutrition, la respiration, l'énergétique, c'est de la nutrition, le jeûne est de la nutrition, toutes ces choses-là. Donc là, il y a toutes mes activités. Donc les consultations individuelles, je lève un peu le pied. Donc ça sera plus les séminaires, les stages, les formations que je peux faire, et puis bien sûr toutes les causeries que je mets à disposition sur YouTube. Il y en a 130 et puis je vais pas m'arrêter. Donc il y en a une quarantaine sur le jeûne, sur l'alimentation, puis je pense que je vais explorer d'autres choses. Et puis l'objectif, comme tu le fais, c'est un moment que j'ai envie de ça, mais moi je suis pas équipé de matos, mais il y a des gens que j'ai envie d'interviewer aussi. Chirurgien dentiste, des gens très spécialisés, parce qu'on se rend compte que dans toutes les professions, il y a des gens qui ont une vision très holistique de la santé. Et le but, c'est de les faire correspondre, se recouper pour se rendre compte qu'il y a plein de choses à faire au quotidien, pas se remplir la tête puis se dire voilà, ça fait trop de choses, se dire non, en fait, il faut se responsabiliser un minimum sur pas mal de choses. Donc je vais essayer de faire ces liens-là encore plus qu'avant. Donc là, sur mon site internet, on peut retrouver toutes mes actualités par rapport à ça, quoi. Super. Un dernier conseil pour notre cher visiteur, viewer qui nous regarde depuis 48 minutes et qui a du courage. Déjà félicitations à toi. C'est que tu es un warrior et que tu mérites ce dernier conseil. Se reposer. Se reposer, c'est une activité qui est très culpabilisante dans le monde dans lequel on vit où il faut produire. Le repos, ça amène la sagesse, ça amène la lucidité sur les décisions qu'on doit prendre, ça amène l'équilibre physiologique, et ça amène l'inspiration pour faire des choses, qu'on soit créatif ou entrepreneur. C'est de là que vient... Donc bon, me dire, tu fais beaucoup de choses, mais je passe extrêmement de temps quand même à être oisif. L'oisiveté, c'est pas coupable. Donc le repos oisif est quelque chose de très important. Donc ça, pour le coup, c'est une richesse incroyable. Et nous, on va juger les gens de fainéantise quand ils se reposent. Alors que
par contre, quand tout est en train de générer. On ne va pas dire à la nature qu'elle est feignante quand elle fait descendre ses racines pour donner de beaux fruits. Ouais. Si on lui demande de trop produire, elle va donner beaucoup de fruits quelques années, après c'est fini. L'humain c'est pareil, on peut tirer sur la corde un moment, mais s'il n'y a pas le repos, s'il n'y a pas l'amplitude équivalente en face, ça casse. Donc le meilleur conseil c'est le repos. Ah ouais, ça me parle. Bon. Ok Fabien. Merci à toi. Je te remercie. On va se dire à la prochaine de Ouais. toute façon, parce que je pense qu'il y aura d'autres ouais. fois. Puis bon parcours à toi, puis bon parcours aux gens qui te suivent. Voilà, continuer de rester focalisé sur les objectifs qu'on se met au quotidien. Puis on apprend, on met en place et puis on avance tous ensemble. Merci pour tous ces partages. Bon, j'espère que tu as pris des notes. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à revisionner parce qu'il y a beaucoup d'infos et vraiment des belles pépites qui valent l'équivalent de quelques livres. Enfin, il y a une beau mix que tu trouveras pas ça dans un seul bouquin, en tout cas, c'est sûr. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à noter un truc que tu vas appliquer dans tout ce qu'il a dit, ce qui t'a fait le plus écho, et à le mettre en place vraiment dans ta vie, là, tout de suite. Parce que c'est comme ça que ça se passe. La théorie, c'est du blabla, mais ce qui est important, c'est vraiment de l'intégrer dans la matière. Voilà, c'est tout pour cette interview. Encore merci à toi pour ta patience et d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une belle journée. Pense à mettre un petit pouce si tu as apprécié, à t'abonner et à aller voir ce qu'il fait, le documentaire et sa chaîne. De toute façon, il y a énormément de causeries. Si ces thématiques t'intéressent sur le jeûne, etc., il y a beaucoup de matière. Passe une excellente journée et à bientôt. Et bonne sieste. Ciao, ciao. Bye.